Imagine, on est en 2001, tu as 9 ans. T'as déjà pu jouer à des jeux vidéo avant, ceux de ton frère ou de ta sœur, genre les Tortues Ninja sur NES, ou l'excellent Mickey Castle of Illusions sur Mega Drive. T'es déjà pris dans la folie des cartes Pokémon et de la série animée que t'adores, parce qu'il y a la Team Rocket et que, dans leur nullité, tu les trouves quand même un peu classe. Et là, c'est le combo gagnant. Non seulement tes parents t'offrent ta première console de jeux vidéo rien qu'à toi, la Game Boy Color. On fera jamais rien de mieux. Mais en plus, tu as ton tout premier jeu, et c'est pas n'importe lequel, Pokémon Argent. Le meilleur, on va pas se mentir. Et si t'es pas d'accord, désolé, j'ai pris mes pilules d'Objectivité. Objectivox, c'est toi que t'as raison. Approuvé par tous les partis politiques. Attention, Objectivox n'est pas recommandé pour les femmes enceintes. Alors tu arpentes ce monde qui te paraît gigantesque. Tu captures assez vite tes premiers Pokémon. Parce que tu veux devenir un maître Pokémon, et donc tu dois tous les attraper. C'est pas moi qui le dis, c'est le générique. Attrapez-les tous, Pokémon. Mais très vite, tu es limité par une mécanique du jeu. Tu ne peux pas avoir plus de 6 Pokémon à la fois dans ton équipe. Bah non. Ah ouais, mais il y en a 250, hein. Et toi, tu voudrais varier un petit peu les Pokémon de ton équipe, parce que ça prend une éternité de tous les entraîner. Tu te prends alors à rêver. Tu te dis que l'idéal, finalement, ce serait un Pokémon qui change tout le temps de forme. Mais bon, ça n'a aucune chance d'exister, hein. Pas vrai, c'est encore ce que tu te dis en galérant face au premier vrai défi du jeu, le combat contre Blanche, la championne d'arène de Doublonville, et son diabolique et crémeux, et que tu tentes d'entraîner tes Pokémon dans un petit coin d'herbe avant la ville pour pouvoir résister enfin à son attaque roulade dévastatrice. Et c'est alors que tu le rencontres, lui, le GOAT, Métamorphe. Non, pas vous? Moi c'est comme ça que je l'ai rencontré. Au départ, je l'ai juste trouvé très mignon avec sa forme de chewing-gum qui a l'air de sourire pour oublier qu'ils font au soleil sur le bitume d'une rue dégueulasse. Ah oui, l'été va être long. Mais ça, c'était sans compter sur sa seule attaque, Morphing, qui a la capacité de te transformer littéralement en n'importe quel autre Pokémon du Pokédex. Et là, tu te dis, mais c'est génial! C'est le Pokémon ultime et tu n'as littéralement besoin d'aucun autre Pokémon dans ton équipe. C'est un vrai couteau suisse compatible avec toutes les situations que tu vas rencontrer. Et t'es presque sidéré de l'avoir ramassé dans le caniveau et que ça soit pas un Pokémon légendaire. Enfin, vu ses pouvoirs quand même. Non. Et bien que tu sois alors très loin de te douter qu'il sera la star du jeu Pokopia, 25 ans plus tard, tu lui accordes déjà dans ton petit cœur la place qui lui revient de pilier de la pop culture. Mais finalement, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais de lui? Les masques. Un potentiel de star fondu dans la masse. Vous le savez, dans Bas les masques, on aime bien mettre à jour les liens entre la culture et la pop culture. Et si vous saviez pas, bienvenue, abonnez-vous et likez, sinon Bonnie viendra à votre goûter d'anniversaire. Je le préviens, ce que je trouve, je le garde. Métamorphe, c'est un Pokémon de la toute première génération. C'est la star du jeu Pokopia qui va bientôt sortir, donc. Quelle incroyable coïncidence! N'est-ce pas? Son design, supervisé par Ken Sugimori, comme pour la quasi-totalité des Pokémon de la première génération, a été pensé en référence au smiley jaune tout simple. Mais oui, mais maintenant que je l'ai dit, ça paraît évident, non? Et il fait partie de ces quelques Pokémon de la première génération qui n'ont toujours pas d'évolution, bien que ça ait été envisagé pour les versions or et argent, donc la deuxième génération. Ces jeux ont introduit le type acier, et il était prévu qu'il évolue façon Onix en style X, avec une peau métal. Vous saviez pas? Vous êtes là pour ça en même temps, hein. Mais bon, on peut se dire, c'est quand même dommage d'être passé à côté d'une évolution, non? Allez, on va regarder à quoi il aurait ressemblé. Non, c'est très bien, finalement je veux l'oublier tout de suite. Voilà, merci. Car Métamorphe, avec son pouvoir incroyable, il a toujours eu une place particulière dans le cœur des fans. Et dans le mien aussi, j'avoue. Tenez,
Lui, je l'ai acheté en novembre au Japon. Et en fait, c'est pas une peluche, c'est un porte-clés. Et donc, revenons à nos What. Métamorphe a une place de choix dans le film Détective Pikachu, où il est joué par Suki Waterhouse. On le voit plusieurs fois dans l'animé, et on en voit même un shiny. Et ouais, ou chromatique, hein, si tu préfères. C'est-à-dire que là, vous voyez, il est pas de la couleur habituelle, il est bleu. Ouh, voilà, c'est un shiny, c'est un chromatique. Quant à sa voix, en japonais, c'est celle de Kotono Mitsuishi. Qui est-ce? C'est juste la voix de Usagi dans Sailor Moon, Misato dans Neon Genesis Evangelion, et même Boa Hancock dans One Piece. Je l'aime encore plus qu'avant. Vraiment, je veux pas savoir. Ah, et au fait, Métamorphe mesure 30 cm. Donc, quand il copie un Dracolos, il s'étire vraiment à fond, hein, le petit gars. Son nom anglais, c'est Ditto, qui est un mot souvent utilisé pour dire tout pareil, la même, idem, itou. On avait fait un short dessus. Et quant à son nom français, on en reparlera. Mais à noter que dans le film Gandhar, il y avait déjà une créature rose capable de changer de forme, à la texture s'approchant de celle de Métamorphe, et qui s'appelait le Métamorphe, avec un E. Vous devriez donc commencer à voir que ce petit caramel mou a un background assez solide, contrairement aux apparences. Donc bon, cette créature qui semble s'inspirer physiquement du blob, des amibes ou des cubes gélatineux, n'est-ce pas, et qui a le potentiel scénaristique de The Thing ou des classiques Doppelgangers. Les Doppelgangers, en gros, comprenez le jumeau maléfique, hein. Et bien donc cette créature, comme je le disais, elle mérite qu'on l'examine, qu'on la scrute de plus près. Parce que autant elle paraît avoir toujours eu un potentiel incroyable, autant celui-ci m'a toujours paru sous-exploité dans les jeux. Et oui, dans les jeux Métamorphe, ok, c'est un indispensable pour obtenir certains Pokémon rares, et que tu peux obtenir donc que via la reproduction, et donc Métamorphe te simplifie considérablement la vie pour des raisons dont on reparlera, ou pas. Alors là, tu vois, Bonnie, le doigt, il vient... Non, je veux pas savoir. Un Pokémon normal. Et oui, Métamorphe, c'est un Pokémon normal. C'est même pour ça que son avatar humain dans le film Détective Pikachu s'appelle Mrs. Norman, Madame Norman, c'est tout bête, hein. Ne vous posez pas de questions, c'est tout à fait normal. Bon, sans rentrer dans les débats de qu'est-ce que c'est que la normalité, parce que sinon on ne s'en sort pas, normal, dans Pokémon, ça renvoie juste à un des 18 types de Pokémon qu'on peut trouver dans le jeu. Chaque Pokémon a un ou deux types, et des attaques qui appartiennent, elles aussi, à des types, style eau, feu ou plante. C'est très simple, hein, le feu est efficace contre les plantes, les attaques de type plante sont efficaces contre le type eau, et l'eau contre le feu. C'est pour une question d'équilibrage du jeu. Ça fonctionne selon le principe assez simple du pierre, feuille, ciseaux. Je le fais bien, hein. Pierre, feuille, ciseaux, d'ailleurs, je suis surpris que ça soit pas encore le titre d'un jeu Pokémon. T'aurais 3 versions, t'aurais une version pierre, feuille et ciseaux, avec 3 intrigues complémentaires. Il faut avoir les 3 pour trouver la vraie fin. Et les starters, ça serait un sécateur, Rakayu et Katagami. Alors lui, je savais même pas qu'il existait. Je croyais que c'était une blague. Ça serait pas hyper équilibré, mais ça serait super drôle. Et je trouve que ça mérite qu'il creuse un budget de 20 millions juste pour faire ce jeu. Enfin, c'est 3 jeux. Mais donc, les Pokémon sont de type plante, feu, eau, roche, glace, combat, électrique, psy, spectre, insecte, poison, vol, sol ou encore dragon. Et donc, en deuxième génération, on voit apparaître les types ténèbres et acier. Et il faut attendre la 6e génération pour que la liste soit complétée avec le type fée. Et le type normal, lui, eh bien, il est présent depuis la première génération. Et perso, je trouve qu'il soulève beaucoup de questions. Parce que autant une attaque électrique, je comprends l'idée, on se représente assez bien ce que ça veut dire. Prenez Pikachu, attaque éclair. C'est relativement explicite, ça parle de soi-même. Le feu, pareil, la roche, allez, même les types ténèbres, dragon ou fée, d'accord, pourquoi pas, ça passe. Mais une attaque normale, pour moi ça n'a aucun sens. C'est quoi une attaque normale? Un coup de boule? Bah tu crois pas si bien dire. Mon hypothèse pour ça, c'est que les jeux Pokémon se construisent sur le format à succès des RPG, les Role Playing Games, en français, les jeux de rôle. Les jeux de rôle du jeu vidéo sont bien sûr les héritiers des jeux de plateau, style Donjons et Dragons, et même si ça vous saute pas forcément aux yeux quand vous jouez à Pokémon, vous dirigez bien une équipe de personnages aux pouvoirs magiques complémentaires qui combattent
au tour par tour et que vous entraînez pour leur faire gagner des points d'expérience et surmonter les obstacles et les dangers croissants que vous rencontrez au cours de votre quête. Quête qui continue même si vous perdez des personnages en cours de route. Vous commencez à voir les liens? Et donc, le type normal, en fait, c'est l'équivalent des personnages non magiques dans tous ces univers de fantasy. Tous ces personnages qui n'ont pas de pouvoir magique, mais qui font quand même partie de l'équipe des héros. Ah ouais, vous voyez, dans ces mondes, vous avez toujours plein de mages et de créatures magiques avec des sorts surpuissants, mais il y a toujours un ou deux couillons en armure qui se battent à l'épée. Et ben le type normal, c'est ça. C'est la transposition de ça dans l'univers de Pokémon. C'est l'équivalent des moldus dans un univers de magie. Ce qui me permet de revenir à Métamorph. D'où lui, c'est un Pokémon normal. Il peut littéralement se transformer en n'importe quel Pokémon. Si ça, c'est pas un pouvoir magique, tu m'appelles. Les autres Pokémon normaux, c'est genre Piafabec qui bat des ailes ou Rattata qui fait kiki. Bon, sérieusement. Et là, t'as un mage qui est capable de prendre la forme de tous les membres, même du panthéon des Pokémon. Et genre, tu vas me faire croire que il est dans la même catégorie que ceux-là. Et venez pas me dire que c'est parce que le type fée, il n'existait pas quand Métamorph il est sorti en première génération. Parce que regardez, Rondoudou, Mélofée, Togepi, eh ben ils étaient type normal à la base, et depuis, ils sont catalogués type fée. C'est quand même un peu plus la classe, non? Type fée plutôt que type normal. Même Snowball, le truc c'est un chien. Et tu vas me dire qu'il est plus magique que ce blob multiforme qui a les pouvoirs d'un des mages les plus puissants de tout l'univers de Fairy Tail. Alors j'ai proposé à Bonnie de manifester devant les studios de Game Freak, mais il a posé son veto. Et pourtant, je suis une plante. On n'encourage pas assez le talent dans ce pays. Et non, ne viens pas me dire que ça s'appelle le type normal parce que c'est le plus répandu du jeu. Non, c'est même pas lui. Le type le plus répandu, c'est le type O. Donc c'est lui qui devrait s'appeler le type normal dans ces cas-là. Foutage de gueule, je m'en cogne la lèvre. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai l'air de faire un détour par tout ça, mais en fait c'est beaucoup plus au cœur du sujet que ce que vous ne croyez. Si. La réponse, c'est tout simplement que ici normal, c'est vraiment un mot pour dire par défaut, passe-partout. Et c'est pour ça que Métamorph est de type normal. Parce que c'est la définition même du Pokémon passe-partout. Et pourtant, il est bien atypique et anormal. Et ça, je compte vous le démontrer avec un seul nom, Mew. Bon allez, deux avec Mewtwo. Le maître de la copie est en fait une copie ratée. Métamorph, il est plus fort qu'une imprimante 3D. Il voit un truc, il le reproduit instantanément, et à l'identique. Bon, à part le visage. Là, c'est pas encore ça. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'il est vraisemblablement lui-même une copie ratée. Et oui, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette théorie de fan qui consiste à dire que Métamorph serait en fait une copie ratée, un clone raté de Mew. Et les théories de fans sont toujours très fiables, c'est bien connu. Oui, mais là, je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Mais tout ça, c'est peut-être lointain pour vous. Laissez-moi faire les présentations. Lui, c'est Mew. C'est un Pokémon légendaire. Ou fabuleux, je vais le mettre là, parce que... voilà. Oui, parce que pour faire simple, dans tous les jeux Pokémon, vous avez des Pokémon très rares appelés les légendaires, dont il n'existe qu'une seule occurrence dans votre jeu, et que vous ne pouvez rencontrer donc qu'une seule fois. Si vous avez perdu contre eux ou que vous n'avez pas réussi à les capturer, eh ben c'est tant pis pour vous. Faut recommencer la partie depuis le début et donc tout effacer ce que vous avez fait. Ou les obtenir par échange. Et ça, dans la première génération, ça donne Elector, Articodin ou Sulfura, ou encore Mewtwo. Mais vous avez vu que Mew n'est pas dans cette liste, parce que Mew, côté rareté, il est dans une catégorie encore au-dessus, puisque tu ne pouvais techniquement pas vraiment l'obtenir de manière officielle dans le jeu. Donc faut vraiment se rendre compte, c'était LA légende Pokémon. Et puis quand le premier film Pokémon est sorti au cinéma, mais c'était un délire. Toute la cour de récré était allée le voir. Sauf moi. Oh, pauvre bichon. Je dois dire qu'aujourd'hui, je comprends très bien ce choix fait par mes parents. Et là, en fait, Métamorph, il se transforme, mais c'est pas une évolution, parce que, en fait... Mais pourquoi on lui a offert ce jeu? Et au cœur de ce film, on retrouvait Mew, le Pokémon à l'origine de tous les autres Pokémon. Pour faire simple, vous aviez alors toute la recette d'un Pokémon à succès. Tout le monde sait qu'il existe,
Il a des pouvoirs de ouf et une aura de mythologie, mais il est introuvable. Et ça a alimenté les légendes urbaines dans les cours de récré. Mais alors, quel rapport avec Métamorphe? Eh bien, ton timing est incroyable comme toujours, Bonnie. Car Mew, vous l'avez compris, c'est un légendaire plus. C'est le GOAT. Surtout à l'époque où il n'y avait pas 200 légendaires. Il peut carrément utiliser toutes les capacités des autres Pokémon. Et donc, si vous avez suivi, ça signifie que sur les 1008 Pokémon qui existent aujourd'hui, c'est le seul Pokémon avec Métamorphe à pouvoir utiliser la capacité Morphing, ce qui en fait aisément l'une des capacités les plus rares du jeu. Et c'est pas rien. Métamorphe partage donc un pouvoir unique avec la première légende de Pokémon. Tenez, d'ailleurs, dans l'épisode 1086 de la série Pokémon, On pense qu'il s'agit d'un Pokémon fabuleux dont l'ADN contiendrait celui de tous les autres Pokémon. on voit un Mew qui se transforme en Métamorphe. D'ailleurs, leurs noms ne sont pas le fruit du hasard. Le nom Mew, ça vient du japonais mutanto, qui vient de mutant en anglais. En bref, c'est un mutant. Tandis que Métamorphe fait clairement écho au phénomène de la métamorphose. Et son nom japonais, c'est Métamon, le monstre mon qui se métamorphose, Métamon. Donc, autrement dit, un mutant, comme Mew. Et là, tu listes les coïncidences. Ils sont tous les deux de la première génération, ils sont tous les deux roses, tous les deux mutants, et ils sont les seuls à partager cette capacité unique qu'est le morphing. Ils ont les mêmes caractéristiques de genre dans le code du jeu, et ils n'ont ni l'un ni l'autre d'évolution ou de prévolution. Oui, ils ont la même couleur lorsqu'ils sont chromatiques, bref, vous avez saisi l'idée. Et surtout, où est-ce qu'on apprend l'existence de Mew dans le jeu? Dans le manoir de Cramoisil, qui est en ruine à la suite d'une étrange expérience qui a mal tourné. Et où peut-on trouver Métamorphe dans les premiers jeux Pokémon? Je vous le donne en mille, à la grotte azurée où on trouve qui? Mewtwo, et au manoir Pokémon de Cramoisil, là où ont été faites les expériences de clonage sur Mew qui ont donné Mewtwo, et nulle part ailleurs. Autrement dit, il est très vraisemblable que les métamorphes soient en fait tous des clones ratés de Mew, tous ceux qui n'ont pas réussi à devenir Mewtwo ou Mew. Tous ceux qui ne sont restés qu'une masse informe qui n'a retenu qu'une seule attaque de leur modèle, le morphing. Alors, pour ta gouverne, Métamorphe, il apparaît pas du tout dans le manoir Pokémon dans les versions rouge et bleu, non. Il apparaît que à partir de la version jaune, qui est sortie après. Eh bien justement, s'ils ont fait cette toute petite modification après, par la suite, pour les nouvelles versions du jeu, tu crois pas que c'est parce qu'il y avait une bonne raison? Et quelle autre raison que de rajouter une touche glauquement scientifique au mythe de Mew? Vous savez, c'est un peu comme quand on tombe sur les amalgames d'Alphys dans Undertale, ou encore sur le proche disparu dans Hollow Knight. C'est ce moment où on t'explique pas tout, mais où tu fais « Oh, oulala, oh mais il ressemble étrangement à d'autres personnages que j'ai déjà vus. » Et donc la question qui se pose, c'est combien y a-t-il eu d'échecs scientifiques avant d'obtenir le résultat recherché? Mewtwo, il est le premier clone réussi de Mew, ce qui signifie bien qu'il y en a eu des ratés avant, en toute logique. Et personne ne correspond mieux à cette description que notre cher Métamorphe. Et alors, si on se penche du côté du manga, qui est un peu plus dark que les jeux, on voit les effets des expériences scientifiques autour de Mew et Mewtwo sur Auguste, le champion d'arène de Cramoisil. Et donc, on pourrait se demander si ces sujets d'expérience ne seraient pas à l'origine des humains. Et oui, voilà, c'est peut-être des tentatives de clonage sur des humains qui ont donné des métamorphes. Et vous me dites, impossible, des humains ne pourraient pas devenir des Pokémon, même dans le lore du jeu. Et je vous répondrai tout simplement, Léo. Et oui, Léo, le créateur des boîtes PC indispensables à la saga Pokémon. Vous savez, vous stockez vos Pokémon dans des PC, bah c'est Léo, le fondateur de ça. Et Léo, donc, dans le premier jeu, eh bien, il est victime d'une de ses propres inventions. Il s'est transformé en Pokémon. Donc vous voyez, c'est possible de passer de l'humain au Pokémon. Alors aujourd'hui, les opus Pokémon se sont un peu lissés, certes, mais je pense vraiment que c'était vraiment un des développements possibles pour le personnage de Métamorphe dans les jeux Pokémon. Après tout, un des mangas consacrés à Pokémon, donc Magical Pokémon Journey, par le mangaka Yumi Tsukirino,
Eh bien, dans ce manga, donc, il y a un maître ninja nommé Maître Métamorphe. Oui, c'est un métamorphe qui maîtrise toutes les techniques des ninjas humains, et c'est normal, parce qu'on comprend que avant d'être un métamorphe, eh bien, il était bel et bien un humain. Eh ouais, le gène ou le même métamorphique. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit dans la partie précédente. Car de qui se moque-t-on? Il y a 2 autres Pokémon qui se transforment pour ressembler à d'autres Pokémon. Zorua et son évolution Zoroark. Tiens, qu'est-ce que t'as à dire à ça? Ah ouais, mais ça n'a rien à voir en fait. Lorsqu'ils utilisent Morphing, Métamorphe et Mew se transforment au niveau moléculaire, adoptant parfaitement la structure moléculaire du Pokémon qu'ils veulent imiter, et notamment son type et ses capacités. Alors que Zorua et Zoroark, c'est juste leur apparence qui change finalement. Et surtout dans leur cas, ça ne se fait pas via l'attaque Morphing, puisque eux, ils en sont incapables, mais ça se déclenche automatiquement en raison de leur talent. Ce qui n'a rien à voir. Dans les jeux Pokémon, il ne faut pas confondre les attaques qui sont en gros soit apprises, soit lancées entre guillemets pendant le combat. En tout cas, c'est un choix que vous faites, tandis que le talent, c'est un truc qui se déclenche automatiquement au début d'un combat. Voilà. Mais donc je ne rentre pas dans les détails parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Mais Zorua et Zoroark, ils imitent, alors que Mew et Métamorphe, ils deviennent. On va un petit peu surfer sur la théorie de Métamorphe est une copie ratée de Mew, mais vous allez voir que ça se tient. Mew est censé être à l'origine de tous les autres Pokémon, possédant en gros le codage de tous les autres Pokémon directement dans son ADN. Et c'est pour ça qu'il peut se transformer en n'importe quel Pokémon. Alors c'est jamais trop vraiment décrit comment ça marche, mais la réponse, on l'a sûrement du côté de Métamorphe. Car si lui, il peut se transformer à volonté, le Pokédex nous dit que c'est parce qu'il possède un gène métamorphique. Donc, dans les 2 cas, la modification est à envisager au niveau cellulaire, voire moléculaire. On est pleinement ici dans la métamorphose. Bravo, j'aurais pas deviné. Et la métamorphose, c'est un trope culturel bien plus récurrent que ce que vous n'imaginez. Et donc Métamorphe s'inscrit dans la lignée de nombreuses autres créatures métamorphes. Et oui, parce que avant d'être le nom d'un Pokémon, Métamorphe, avec un E, c'est littéralement un adjectif qui veut dire qui peut changer de forme. En grec, morphé, ça veut dire la forme, et méta, ça a plein de sens, mais là ça désigne surtout l'idée d'un changement, d'une transformation. Si vous suivez la chaîne, vous savez que depuis les débuts de l'humanité, on se sert de l'idée de la métamorphose pour expliquer la construction de l'univers, ou même l'évolution des relations sociales. On a déjà parlé d'une œuvre fondatrice sur la question, les Métamorphoses d'Ovide. Il y a aussi la métamorphose d'Apulée, où le protagoniste se transforme en âne, et ça c'est des millénaires avant la sortie de Didier, ce film où un chien prend une apparence humaine. Plus simplement, la petite sirène qui devient humaine. Bon bah, l'idée dans ces échanges de formes, c'est souvent de faire découvrir le monde différemment, c'est de changer de perspective, c'est de nous apprendre à voir par les yeux de quelqu'un d'autre. C'est un peu la trend de POV avant l'heure. Et quand ça avait encore un peu du sens de dire POV. POV, tu demandes à ton Pokémon de te remplacer au travail. Ça finit mal. Parfois, ces histoires de métamorphose, ça va dans l'extrême, hein. Comme dans La Métamorphose de Kafka, nouvelle dans laquelle le protagoniste se réveille un matin transformé en monstrueux insecte. Et ce qui pose chaque fois la question, à partir de quand cesse-t-on d'être humain? Car la métamorphose, en faisant passer un individu d'un état à l'autre, pose des questions philosophiques fondamentales, et souvent insolubles, comme pourquoi vit-on? Qu'est-ce qu'un animal? Est-ce qu'il y a un sens à dire que nous sommes humains? Etc. Mais donc, Métamorphe est là, dès la première génération, pour poser la question: est-ce qu'un jour, l'imitation pourra faire mieux que son modèle? Aujourd'hui, elle n'a pas la même réponse qu'il y a 10 ans, très clairement. Comment l'original peut-il perdre? Est-ce que c'est terrifiant? Je vous laisse vous faire votre propre avis, mais oui. Et puis rappelle-toi, j'ai pris du Objectivox,
Donc tu as tort. Objectivox, partenaire des gens qui ont raison. Je peux pas vous parler de toutes les métamorphoses référencées dans toutes les mythologies, il y en a énormément. Pour preuve, prenez Proté chez les Grecs, peut se changer en plein d'animaux. Bah oui, le demi-dieu qu'on retrouve dans Vaiana. Zeus aussi, qui change de forme tout le temps. Mais aussi les Skinwalkers chez les Navarros, qui sont des chamans qui peuvent se transformer en animal. Loki, qui change tout le temps d'apparence dans la mythologie nordique. Le Puka, oui, le Puka. Créature donc du folklore celte qui donne Puck dans Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Le diable, qui prend l'apparence d'humain pour en piéger d'autres, qui lui vendent leur âme. Mais bref, c'est simple, vous prenez une histoire où il y a un peu de magie, vous êtes quasi sûr qu'il y a une métamorphose, ou du moins une transformation pour imiter le plus parfaitement possible, façon Lupin III, Kaito Kid, ou encore Rocambole. Allez-y, faites le test. Batman, Gueule d'argile, Aladdin, le génie, les X-Men, Mystique, Invincible, Shakespeare, Smith, il est dur à dire celui-là. The Boys, Lui là, j'ai plus son nom. One Punch Man, Il y a un démon qui se fait passer pour un gamin. Mario, Et il y a Bowser Jr. dans Super Mario Sunshine. Et si nous, les humains, on invente sans cesse ces histoires de ces personnages qui se transforment pour ressembler très fort à d'autres, c'est que ça nous questionne fondamentalement. Et probablement parce que ça nous fascine, ou bien parce que ça nous effraie. Ou peut-être les deux, en fonction des périodes. Allez savoir. Les métamorphes sont partout. Un truc intéressant quand on analyse les phénomènes de métamorphose dans les œuvres de la culture ou de la pop culture, c'est qu'en fait, ce phénomène est tellement répandu que son interprétation ou sa connotation varie considérablement d'une œuvre à l'autre, et parfois même au sein d'une même œuvre. Le meilleur exemple pour ça, c'est certainement Marvel. En même temps, c'est une œuvre fleuve, c'est pire que Balzac. Tenez, quand Black Widow se fait passer pour une vieille dame avant d'éclater tout le monde, c'est super positif, c'est de l'héroïsme, elle est badass. Mais quand Loki fait la même chose, là, c'est franchement traître, hein. On voit bien que c'est un méchant, ça c'est pas honnête. Mais toujours chez Marvel, encore mieux, les Krulls, j'espère que ça se prononce comme ça. Tant pis. En tout cas, ce sont de gentils aliens infiltrés parmi les humains pour survivre dans Captain Marvel, alors que dans Secret Invasion, Secret Invasion, n'est-ce pas, ils représentent un véritable danger pour l'humanité tout entière. Waouh, le virage à 180 degrés là, il est à tel point qu'on dirait presque qu'il n'y a pas de point de vue cohérent chez Marvel, t'imagines? ouais, ça serait dingue. Eh bien, figurez-vous que cette problématique, elle se pose pour Métamorphes. Vous avez des épisodes où les métamorphes essayent de prendre la forme d'humains. Fais ce que je t'ai dit. Premier grand amour a une tête rigolote d'ici. Dans Pokopia aussi, hein. Or, différents points du lore de Pokémon, et notamment certaines entrées de Pokédex, nous laissent entendre qu'avec un peu d'entraînement, ces métamorphes arrivent même à corriger les derniers détails qui nous permettraient de les démasquer. Et c'est comme ça que vous arrivez sur tout un univers de théories et de fanfiction où les gens se mettent à imaginer que certains métamorphes vivraient en fait parmi les humains, en se faisant passer pour eux. Pokopia va sûrement apporter une pierre à cette théorie, mais surtout, d'après ses fans, cela expliquerait pourquoi on trouve des infirmières Joël et des officiers Jenny strictement identiques dans toutes les villes que parcourent les protagonistes du dessin animé. C'est vrai que ça m'a toujours paru bizarre, ça. Il y a même des gens qui en ont fait des courtes vidéos humoristiques sur YouTube, un peu gore, hein, quand même, je vous préviens, genre le prof Chen, c'est un métamorphe et les métamorphes vont conquérir le monde. Et oui, parce que évidemment, dans ces fanfictions, les métamorphes s'emparent du monde entier. Métamorphe, c'est une des occurrences de cette mentalité-là, mais vous voyez qu'il y a toujours cette logique-là, ça revient toujours à cette logique-là. 1. Ils peuvent se transformer en humains. 2. Ils sont infiltrés. 3. Ils veulent s'emparer du monde. Mais 4. En fait, ils le contrôlent déjà. Donc, il faut les empêcher de le contrôler. Mais du coup, attends, s'ils le contrôlent déjà... Et puis quoi encore?
Après, tu vas me dire qu'il y a des bonsaïs qui parlent. Oui, t'as raison, ça n'a pas de sens. Et évidemment, cette peur-là, c'est une transposition de peur que connaissent les vrais gens dans le vrai monde. Vous connaissez peut-être personnellement des gens qui sont convaincus de l'existence de reptiliens, par exemple. De reptiliens qui se seraient infiltrés parmi nous dans les plus hautes sphères de décision, façon Man in Black. Ben, c'est vraiment la même logique. Au-delà de ça renvoie à une rhétorique toute simple. Ils sont partout, dans les villes, les campagnes. C'est pas nouveau, hein, car on n'a pas abordé cet aspect du mythe de la métamorphose, et c'est l'heure de parler de la thérianthropie. La thérianthropie, c'est la transformation d'un humain en animal, en gros. Et la thérianthropie, dans les sociétés humaines, c'est quand même un fantasme qu'on a souvent utilisé pour ostraciser, voire chasser une partie de la population. Regardez, eux, là-bas, ils sont pas pareils, ils ont l'air humains, mais en fait, pas tout à fait. Et oui, prenez tous les mythes sur les vampires, les loups-garous, les sorcières, les démons, les succubes, ou encore plus récemment les reptiliens donc, chaque fois vous avez l'idée de « ils sont parmi nous et ils nous font croire qu'ils sont autre chose ». Et dans la vraie vie, on est allé régulièrement jusqu'à les chasser, les persécuter, etc. Parce que si t'avais la dalle à l'époque, ça pouvait pas être à cause des seigneurs qui s'empiffraient sur ton dos, il fallait forcément une explication surnaturelle. Toute ressemblance, n'est-ce pas? Et ces persécutions, la littérature, en retour, s'en est emparée, en les racontant justement par le biais des métamorphoses. Et donc c'est justement poser ces questions que permettent finalement les métamorphoses. Ils ont un potentiel de métaphore infini. On peut les lire sous la lunette de la métaphysique, de l'immigration, de l'évolution des technologies, et notamment des intelligences artificielles, de la course au transhumanisme avec le clonage. Ils peuvent être simplement l'illustration de notre mécanisme d'apprentissage. Ils sont parfois vus comme des icônes queer, voire drag, tantôt asexués, hermaphrodites ou genderfluides, selon les sources et les lectures. Et donc vous voyez énormément de lectures possibles. Et oui, le gène métamorphique est en fait un mème métamorphique. Et oui, métamorphe, il est amorphe, comme son nom l'indique, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il prend la forme qu'on veut bien lui donner. C'est littéralement un mème déclinable à l'infini, et qui vient servir le propos qui nous arrange, ou qui nous fait rire. En fait, Métamorphe, c'est une page blanche, c'est un écran de cinéma sur lequel on projette nos histoires, nos envies, nos questions, et même nos peurs. Et à qui, finalement, on fait un peu dire ce qu'on veut. Toute la question, du coup, c'est qu'est-ce que tu choisis de lui faire dire? Conclusion. Tellement de choses que je n'ai pas dites sur Métamorphe, je sais qu'on dirait pas, hein, vu la durée de la vidéo. Plus sérieusement, l'approche de la compagnie a toujours paru un peu tiède pour Métamorphe, pourtant très vite appréciée par le public et par l'équipe de Game Freak. À un tel point que vu son potentiel, à la fois en termes de capacité dans le jeu et en termes de popularité, c'est vraiment surprenant qu'ils aient mis 30 ans à faire un jeu centré sur lui. C'est comme si DC Comics sortait des films pendant 30 ans sur toute leur galerie de personnages secondaires, et un jour se disait « Hé, et si on faisait un film sur Batman? Les gens l'aiment bien et il peut faire plein de trucs !» Bah ouais, mais en même temps, c'est quoi le dernier film que t'as vu sur Plastic Man? Ouais, t'as pas tort. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que le jeu va faire de ce personnage incroyable, parce qu'il a un vrai potentiel auquel les précédents jeux n'ont pas vraiment rendu honneur. Ce que je vous mets en accéléré fois beaucoup, là, c'est un match Métamorphe versus Métamorphe. Et c'est long. Très long. Presque autant que cette vidéo. Mais du coup, ma lecture à moi de Métamorphe, c'est quoi? Oui, il serait peut-être temps qu'on sache, hein. Eh bien, Métamorphe, c'est un comédien. Il doit observer le monde autour de lui afin de l'imiter. Et au départ, on va lui dire « Ah tiens là, on n'y croit pas encore vraiment, hein. Ah, l'expression de ton visage, ta démarche, c'est pas encore ça. » Et oui, nous, les comédiens et les comédiennes, on observe d'abord et on reproduit ensuite. Notre métier, c'est l'imitation d'une certaine manière. C'est pas un hasard si Métamorphe est littéralement un comédien dans le 1104e épisode de la série Pokémon. Et les comédiens, en fonction des époques, des modes et des envies, on les admire ou on s'en méfie.
que ce soit dans la Rome antique, l'illustre théâtre de Molière ou dans l'univers Pokémon. Car puisqu'ils savent mentir et jouer un rôle, comment savoir s'ils sont sincères quand ils parlent? Ouais, perso, j'ai jamais eu confiance. D'ailleurs, c'est en travaillant sur cette vidéo que je me suis rendu compte que c'est une thématique qui revient pour tous les personnages que j'aborde dans Bas les Masques. D'où le nom, d'ailleurs. Bas les Masques. Un petit fun fact pour finir. Eh bien, en fait, ce qu'on appelle évolution dans les jeux, dans la vraie vie, ça s'appelle la métamorphose. Et oui, l'évolution c'est sur du très long terme, alors que la métamorphose ça peut être pour un individu au cours de sa vie, comme un tétard qui devient une grenouille. Et ben voilà, ça c'est de la métamorphose, et non pas comme le suggère le jeu, de l'évolution. Couplez ça au fait que métamorphe dans la langue originale, c'est le seul Pokémon dont le nom finisse par Mon, vous avez là le plus Pokémon de tous les Pokémon.